Entre des images à couper le souffle qui pleuvent littéralement en direct de la Lune, une possible concurrence pour SpaceX et Starlink, ou une station spatiale privée, les actualités spatiales se sont encore enchaînées ces derniers jours. Comme d'habitude, je vous propose d'en repasser ensemble l'essentiel, après vous avoir invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Enfin, si vous cherchez du matériel astro, des météorites martiennes ou lunaires et j'en passe, n'hésitez pas à faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Bon, j'ai déjà assez parlé, alors maintenant je vous propose de nous diriger vers la Lune. Car ces derniers jours, ce ne sont pas un mais deux atterrisseurs qui ont tenté de se poser sur notre satellite. Le premier, Blue Ghost, s'est en effet posé ce 2 mars dans la mer des Crises, non loin du mont Latreille. Alors un épisode entier lui a été dédié, vous le trouverez en écran de fin, mais les actus n'ont pas été inactives de ce côté. Par exemple, on a appris que l'atterrisseur a réussi à se poser à moins de 100 mètres de la zone cible, et croyez-moi, c'est une belle précision. Entre le terrain lunaire qui est parfois accidenté, les écueils à éviter et autres, c'est en effet une marge d'erreur assez fine comparée parfois à certains atterrisseurs. C'est donc une première belle réussite pour Firefly Aerospace qui développe et exploite l'atterrisseur, ainsi que pour Rocket Lab qui a été appliqué dans le système de guidage notamment. Tous les systèmes sont en effet opérationnels et les charges utiles à but scientifique opèrent en effet toutes comme il le faut. D'ailleurs, l'atterrisseur a même été photographié depuis l'orbite lunaire par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA au bord de son cratère. Pour le second atterrisseur en revanche, Nova-C d'Intuitive Machines, le résultat est un peu plus mitigé. S'il a bel et bien tel sol lunaire en une pièce, il s'est en effet couché et est incapable de s'alimenter en énergie. Quelques heures seulement après son alunissage, jeudi vers 18h32, le signal en effet était perdu alors que l'approvisionnement en énergie était particulièrement compliqué. Pour une raison encore mal cernée, il semble donc que l'atterrisseur se soit couché après son atterrissage, un incident qui n'est hélas pas sans rappeler sa première mission en février 2024. Néanmoins, le fait que le moteur soit resté allumé après un contact avec le sol pourrait trahir le fait que l'atterrisseur se soit malheureusement très mal posé. Probablement le pied sur un rocher et un autre dans le vide. Il s'est ensuite couché une fois le moteur éteint, même si, bon, ça reste une supposition. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que le sol dans la région où il se posait était particulièrement accidenté, et que ça explique probablement le problème. Les panneaux solaires mal orientés, il n'a alors plus été capable de générer assez d'énergie, et ça a mené à la suite qu'on connaît tous. Alors heureusement, entre-temps, on a quand même appris que certaines charges utiles avaient réussi à fonctionner sur la Lune pendant quelques heures, mais malheureusement, au regard des ambitions de l'atterrisseur, eh bien, ça reste assez mince. Dans tous les cas, c'est un coup dur pour Intuitive Machines qui plaçait beaucoup d'espoir dans Athena, le nom de ce second exemplaire de Nova-C. On espère en tout cas que les choses s'amélioreront pour le troisième exemplaire, attendu début 2026. D'ailleurs, tant qu'on en parle, Athena avait décollé avec deux autres satellites. Lunar Trailblazer de la NASA, qui doit étudier les glaces lunaires à partir d'où et se porte bien, et Odin. Petit satellite de l'entreprise Astroforge devant ouvrir la voie au minage d'astéroïdes en survolant l'astéroïde 2022 OB5 fin d'année, il a néanmoins souffert de sérieux problèmes. Très tôt, l'entreprise a en effet éprouvé de sérieuses difficultés à établir le contact, et les choses n'ont hélas fait que se dégrader. Astroforge va donc maintenant devoir laisser tomber le survol d'astéroïdes et devrait tenter de directement s'amarrer à 2022 OB5 lors de sa troisième mission. Si tout va bien, cette dernière décollera début 2026 pour un nouveau lancement partagé avec le troisième exemplaire de Nova-C. De ce lancement, qui s'annonçait pourtant épique, il ne reste donc que Lunar Trailblazer qui, lui encore une fois, se porte heureusement très bien. Mais au-delà de ça, plein d'autres actualités allaient encore s'enchaîner. Pour rester dans le thème de la Lune, l'Inde avance considérablement avec sa mission Chandrayaan-5 qui devrait décoller en 2029. Faisant suite au retour d'échantillons de Chandrayaan-4 en 2028, elle devrait amener le rover japonais LUPEX à la surface de notre satellite. Ce sont ainsi notamment les moteurs qui propulseront la mission qui sont actuellement en cours de développement et commencent à avancer rapidement. Mais au-delà de la Lune, on allait aussi reparler de Mars. Ce 1er mars, Mars allait en effet recevoir la visite de la sonde américaine Europa Clipper. En route vers la Lune jovienne Europe et son océan souterrain, elle survolait en effet Mars pour bénéficier d'un effet de fronde gravitationnelle. Ça permet d'économiser du carburant, un point important dès la conception, et lui permettra de survoler encore une fois la Terre avant son arrivée en 2030. Et puis, à côté de ça, on allait aussi reparler d'Ariane 6. Ce jeudi 6 mars, le lanceur européen réalisait en effet son second vol, un vol qui allait être scruté de près.
Lors du premier vol, Ariane 6 avait en effet souffert d'une défaillance liée à la propulsion du second étage. Si elle était survenue lors du rallumage du moteur pour le désorbiter et n'avait donc pas été catastrophique, sur d'autres vols où rallumer un moteur à des moments clés pour viser une orbite précise est essentiel, l'incident aurait pu être plus lourd de conséquences et mener à la perte d'un satellite. Ça avait déjà posé problème pour 2 capsules miniatures expérimentales qui furent hélas perdues lors du premier vol, mais heureusement c'était à peu près tout. Mais bon, une bonne chose, le problème fut assez vite trouvé et corrigé. Et ce second vol l'a montré, Ariane 6 est désormais pleinement opérationnel. Il fut d'ailleurs l'occasion de lancer le satellite Composante Spatiale Optique 3, un satellite de reconnaissance dédié à l'armée française. D'ailleurs, en parlant de lanceurs, on attend aussi le vol inaugural du petit lanceur australien Eris de Gilmore Space, désormais imminent. Mais ces derniers jours, on allait aussi parler d'une station spatiale privée. L'entreprise américaine Nanoracks, et plus précisément sa filiale Starlab, annonçait en effet avoir franchi une étape clé dans le développement de sa station spatiale. Spécialisée dans les CubeSats, la logistique du transport de charges utiles vers l'ISS et autres, l'entreprise développe en effet depuis 2021 une station spatiale privée. Elle répond en effet à un appel d'offres de la NASA pour le développement des stations spatiales dans les années 2030, après la fin de vie de l'ISS. L'entreprise a ainsi annoncé avoir terminé la revue de design préliminaire, une étape qui lui permettra maintenant de passer à la construction du premier prototype et la qualification du design pour son lancement. La station Starlab devrait ainsi, si tout va bien, être lancée en 2028. Et en attendant, l'entreprise avance vite et a par exemple ouvert une succursale en Allemagne, facilitant ses partenariats avec des entreprises européennes comme Thales ou Boeing. Et puis, c'était aussi Rocket Lab qui allait faire parler de lui. L'entreprise, qui développe actuellement son lanceur réutilisable Neutron, annonçait en effet une nouvelle gamme de satellites. Flatellite, un modèle de satellite assez intéressant. Empilable et relativement plat comme les satellites Starlink, il est surtout taillé pour les constellations. Mais l'approche est ici un peu différente, et Rocket Lab entend surtout fournir une plateforme pour leurs futurs clients. Par exemple, une entreprise désirant créer une constellation d'Internet par satellite se retrouverait avec une solution clé en main. L'alimentation en énergie, la propulsion de la plateforme de base et encore d'autres sont développés par Rocket Lab et les clients peuvent se concentrer sur la charge utile, à savoir les antennes pour Internet, l'électronique dédiée et j'en passe. Conçus pour être facilement lancés avec leur lanceur Neutron, dont le vol inaugural est une question de mois, les satellites pourraient s'avérer ainsi assez intéressants pour certains clients. Et avec un lanceur capable de s'attaquer à Falcon 9 et une tendance à fortement se diversifier, Rocket Lab travaille aussi sur des CubeSats ou une plateforme capable d'envoyer des charges vers l'orbite lunaire ou martienne. Rocket Lab risque de s'imposer comme un acteur majeur dans les prochaines années. Mais ça, j'en reparlerai encore aussi. Enfin, on notera aussi que la petite navette spatiale autonome de l'US Space Force, la X-37B, vient de terminer son 7e vol. Ce 7 mars au matin, le second exemplaire, qui cumule 4 vols en tout, les exemplaires étant alternés, s'est en effet posé avec succès après 434 jours passés dans l'espace. Pour terminer, ce 3 mars, SpaceX lançait une nouvelle grappe de satellites Starlink. Si le lancement en lui-même allait bien se passer, le premier étage allait hélas avoir moins de chance. Après avoir été récupéré sur sa barge en mer, il a malheureusement pris feu, s'est couché, décidément c'est le moment, et a été détruit. Cet incident arrive quelques semaines après qu'un second étage ait lui aussi dysfonctionné, et quelques jours avant la perte d'un second Starship V2 le 7 mars. Une semaine assez chargée pour SpaceX donc, mais malheureusement pas qu'avec des bonnes nouvelles. Mais bon, tout ça, j'aurai encore l'occasion d'en reparler le moment venu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Quant à moi, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, et en attendant la suite, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.